Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Olivia Smith. J'ai 28 ans. Le soir du dîner, pour les 35 ans de mon mari. Devant 14 personnes qui regardaient sans dire un mot. Il a regardé par-dessus la table éclairée de bougies et de cristal et m'a traité d'inutile. Pas à voix basse. Pas comme on dit des choses dont on a honte ensuite. Il l'a dit comme on énonce un fait. Naturellement. Comme si on parlait de la pluie et du beau temps. Comme si c'était une évidence. Une vérité que tout le monde connaissait déjà. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 48 heures plus tôt, j'avais discrètement accepté un poste qui allait tout changer autour de cette table. Dans cette pièce. Et dans l'image que l'on se faisait de la carrière de mon mari vue de l'extérieur. Mais je m'emballe. Avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut que vous compreniez quelque chose sur le silence. Non pas le silence de ceux qui n'ont rien à dire, mais le silence particulier et dévastateur de quelqu'un qui a appris après des années d'observation attentive que le timing est primordial. Que la chose la plus puissante que l'on puisse faire dans une pièce remplie de gens qui vous sous-estiment, c'est de ne rien faire du tout. Pour l'instant. Et si vous regardez cette vidéo d'un endroit où il est déjà tard, ou que vous êtes en pause déjeuner, ou encore que vous faites la vaisselle avec un seul écouteur, j'aimerais vous poser une question avant d'aller plus loin. Avez-vous déjà été dans une pièce où une personne censée vous aimer vous faisait vous sentir invisible? Ou vous souriez malgré tout? Car l'alternative était pire. Restez avec moi. Car cette histoire est pour vous. Permettez-moi de revenir au début. Non pas au début du mariage, même si cela en fait partie, mais au début de l'image que les gens se faisaient de moi. Lorsque Daniel et moi nous sommes mariés il y a 4 ans. J'avais 24 ans. Il en avait 31. Et dès le premier dîner organisé par ses collègues pour nous souhaiter la bienvenue en tant que couple, cette dynamique s'est instaurée sans que personne n'ait à le dire. Daniel était le talent. Le stratège. Celui vers qui les gens se tournaient lorsqu'il prenait la parole. Et j'étais sa femme. Je n'exagère pas. Ce sont les mots exacts de sa mère, prononcés lors de ce tout premier dîner, lorsqu'elle m'a présenté une femme nommée Patricia qui s'est avérée être l'épouse du directeur du département de Daniel. Sa mère a dit, avec un sourire chaleureux et sans la moindre hésitation. Et voici Olivia. C'est la femme de Daniel. Pas Olivia, qui a étudié les mathématiques appliquées et est sortie major de sa promotion. Pas Olivia, qui a passé 2 ans à faire du conseil pour des sociétés d'analyse financière avant de se tourner discrètement vers l'évaluation des risques. Pas Olivia, qui travaillait à son compte pour une entreprise dont elle n'était pas autorisée à parler publiquement en raison d'un accord de confidentialité de 12 pages. Juste la femme de Daniel. J'ai souri. J'ai serré la main de Patricia. Et j'ai rangé ce moment quelque part dans ma mémoire. Quelque part que je ne savais pas encore être en train de construire. En fait, je l'avais compris. J'avais compris pourquoi c'était arrivé. Quand Daniel et moi avons décidé que je réduirais mon activité professionnelle. C'était une décision mutuelle, fondée sur l'idée que sa carrière était en plein essor et la mienne plus flexible. C'était vrai. Mon travail était contractuel, par projet, et volontairement en grande partie invisible. Je pouvais travailler d'où je voulais. Je pouvais choisir mes horaires. Concrètement, il était logique que sa carrière soit celle qui était exposée. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est la rapidité avec laquelle le travail invisible devient une personnalité invisible. C'est progressif. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Personne ne vous dit. À partir d'aujourd'hui, votre avis ne compte plus. Ça s'installe insidieusement. Ça arrive quand, en plein dîner, quelqu'un vous coupe la parole sans que personne ne s'en aperçoive. Ça arrive quand une idée que vous avez proposée il y a 3 semaines est attribuée à quelqu'un d'autre et que votre mari ne le corrige pas. Ça arrive quand ses collègues cessent de vous demander ce que vous faites et commencent à vous demander si vous profitez bien de votre temps libre. Temps d'arrêt. Je gérais des modèles analytiques pour une entreprise dont les clients comprenaient de fonds souverains.
Mais bon. Ton d'arrêt. Je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai resservi leur vin. Et quelque part dans ce schéma, dans cette longue et silencieuse accumulation, j'ai commencé à y prêter une attention très soutenue. Au début, Daniel n'était pas cruel. Je tiens à être précis. Car la vérité importe plus que la simplicité de l'histoire. Il ne s'agissait pas de quelqu'un qui s'est réveillé un beau matin en décidant de me rabaisser. C'était plus subtil que cela. C'était la cruauté propre à quelqu'un qui a simplement cessé de me voir, sans même s'en rendre compte. Je me souviens de la première fois où je l'ai clairement reconnu. Nous étions à un événement professionnel qu'il organisait. Une de ces réceptions où l'on se donne à fond. Un de ses collègues, Marcus, parlait d'une proposition de restructuration qui venait d'être rejetée en interne. Marcus était frustré. Il exposait les raisons de cet échec. Et 3 d'entre elles étaient erronées d'un point de vue analytique. Pas une simple opinion, mais une erreur. Les données ne corroboraient pas son interprétation des raisons du rejet de la proposition. Je l'ai mentionné. Discrètement, précisément, avec les chiffres. Marcus regarda Daniel. Moi. Daniel. Et Daniel, mon mari, a fait ce petit geste auquel j'ai repensé maintes fois depuis. Il a ri. Légèrement. D'un air désinvolte. Et il a dit « Olivia t'aime beaucoup lire. » Voilà. C'était sa réponse lorsque sa femme a relevé une erreur statistique dans une conversation professionnelle. Elles aiment beaucoup lire. Marcus hocha la tête, reprit son interprétation et passa à autre chose. J'ai pris mon verre d'eau gazeuse. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre à côté de nous. Et j'ai pensé, doucement, attentivement, je vois ce qui se passe ici. Cette phrase était importante. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas confronté Daniel à ce sujet plus tard. J'aurais pu. Une fois rentré, j'aurais pu lui demander. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi as-tu fait ça? Il aurait probablement été perplexe. Il m'aurait dit que j'étais susceptible. Que Marcus était comme ça. Et que ça ne valait pas la peine de s'en préoccuper. Il m'aurait si habilement détourné la conversation qu'à la fin. Je me serais senti un peu coupable d'en avoir parlé. Je connaissais déjà ce schéma. Alors je n'ai rien dit. Et j'ai commencé à regarder différemment. Voici ce que j'ai observé au cours des mois suivants. Et je veux que vous écoutiez attentivement ceci, car je pense que cela pourrait vous sembler familier. Quand Daniel était incertain, il affichait une assurance feinte. C'est courant. La plupart des gens le font. Mais j'ai commencé à remarquer que l'assurance de Daniel se nourrissait de mes dévalorisations. Quand je restais silencieuse, il s'exprimait avec éloquence. Quand j'étais visiblement impliquée, il détournait la conversation. Quand je faisais une remarque pertinente, il la reformulait quelques minutes plus tard à son compte. Ou bien il la balayait d'un rire qui me faisait passer pour une personne charmante mais superficielle. Cette dynamique lui convenait. Et comme elle lui convenait, il avait cessé de la remettre en question. Je ne dis pas qu'il a orchestré tout cela consciemment. C'est justement ce qui rend la chose si insidieuse. Il ne complotait pas. Il agissait simplement dans le cadre d'une histoire qu'il avait construite, une histoire où il était le puissant et moi le soutien, et cette histoire était devenue le pilier de son image de soi. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais commencé à construire une histoire totalement différente. Environ 8 mois avant mon dîner d'anniversaire, j'ai reçu un message via un réseau professionnel privé. Une entreprise pour laquelle j'avais travaillé comme consultant 2 ans auparavant avait été rachetée. La nouvelle maison mère restructurait son département d'analyse des risques et souhaitait se développer. Il se souvenait de mon travail et voulait me contacter. J'avais programmé un appel. Je l'ai passé dans ma voiture, garée devant un supermarché, pendant que Daniel pensait que je faisais des courses. La conversation a duré 40 minutes. À la fin, on me demandait si un poste m'intéresserait, et je tiens à être précis, bien au-delà de tout ce que j'avais occupé publiquement jusqu'alors. Un poste d'analyste senior sur le papier, mais dont les fonctions
s'apparentait davantage à celle d'un directeur des risques stratégiques. Selon certaines entreprises, une rémunération à la hauteur, une participation au capital, un rôle décisionnel important. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je suis rentrée chez moi en voiture. J'ai rangé les courses. J'ai préparé le dîner. Daniel m'a raconté sa journée. J'ai écouté. J'ai posé des questions. J'étais présent. Et à l'intérieur, j'étais très immobile. J'ai passé les 4 semaines suivantes à faire ce que je fais quand les enjeux sont importants. Je fais des recherches. Je modélise. J'examine tous les aspects avant d'agir. J'ai analysé le cabinet. J'ai examiné son historique d'acquisition, sa clientèle, son équipe dirigeante et ses antécédents contentieux. J'ai étudié la personne qui serait mon supérieur hiérarchique direct et j'ai recoupé toutes ces décisions professionnelles rendues publiques au cours des 5 dernières années. J'ai calculé la rémunération globale de 3 manières différentes. Et puis j'ai examiné mon mariage, pas émotionnellement, analytiquement. Je sais que ça peut paraître bizarre. Mais je veux que vous compreniez. Pendant 4 ans, j'ai abordé mon mariage de manière émotionnelle. Et cette approche ne m'a pas permis d'y voir clair. Alors, je l'ai examiné comme j'examine tout ce qui compte vraiment. J'ai constaté qu'il existait une structure qui convenait à une seule personne. J'ai constaté qu'il y avait eu, au fil des mois, de petits signaux constants indiquant que ma présence était la bienvenue tant qu'elle restait discrète. J'ai constaté qu'il s'agissait d'un homme qui avait déclaré devant une salle comble que j'y aimais beaucoup lire. Et qui, depuis, n'en avait jamais reparlé, ne s'en était jamais excusé, ni ne semblait s'en souvenir. J'ai accepté le poste. Je ne l'ai pas dit à Daniel. Je tiens à ce que vous compreniez pourquoi, car je pense qu'il est facile de faire passer cela pour de la tromperie. Et ce n'en était pas une. Ou plutôt, il s'agissait du même genre d'action invisible que j'accomplissais depuis 4 ans. Le même genre de travail discret. Imperceptible. Sauf que cette fois, c'était le mien. C'était pour moi. Et je choisissais le moment où il deviendrait visible. L'entreprise a compris ma situation. Le poste était conçu pour permettre le télétravail et des horaires flexibles pendant les 6 premiers mois. Le temps de mon intégration. Mon interlocutrice était une femme nommée Sandra, qui allait devenir l'une des personnes les plus brillantes avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Sandra connaissait mes contraintes. Elle les avait elle-même vécues. Elle ne m'a pas demandé d'expliquer ma situation matrimoniale. Elle a simplement programmé nos appels aux heures que j'avais indiquées et a veillé à la confidentialité. Je travaillais tôt le matin, avant que Daniel ne se réveille. Je travaillais aussi les 2 après-midi par semaine où il jouait au squash avec ses collègues. Je travaillais dans ma voiture quand j'en avais besoin. J'ai bâti quelque chose de concret. Discrètement, comme je le faisais depuis des années. Sauf que cette fois, cela avait un titre, un salaire et un nom. Castellan Risk Partners. Vous devriez peut-être vous souvenir de ce nom. Le dîner d'anniversaire était une idée de Daniel. Il voulait quelque chose de mémorable pour ses 35 ans. Un restaurant. Un vrai. Avec un salon privé. Un menu raffiné et les personnes qui comptaient pour lui. La liste des invités comptait 14 personnes, dont son directeur de département, un certain Robert N., et l'épouse de ce dernier, Patricia, que j'avais rencontrée pour la première fois lors de ce dîner 4 ans auparavant, lorsque la mère de Daniel m'avait présentée comme sa femme. J'ai participé à l'organisation. J'ai fait la réservation, vérifié les restrictions alimentaires, commandé un dessert sur mesure. J'ai accompli le travail invisible qui a rendu cette soirée possible. Comme toujours, car c'était ainsi que les choses se déroulaient. Je portais une robe vert foncé que je m'étais offerte 3 semaines plus tôt. Le jour où j'avais bouclé une analyse qui avait rapporté à l'entreprise bien plus que je ne le dirai ici. Je l'avais achetée parce que je voulais une robe qui reflète la personne que je devenais, et non celle que l'on attendait de moi. Nous sommes arrivés en avance. La salle était magnifique.
Des bougies éclairaient les nappes blanches. Une musique douce flottait dans l'air et une délicieuse odeur de mijoté s'échappait de la cuisine. J'ai disposé les marque-places. J'ai veillé à ce que Robert et Patricia soient placés là où la lumière était la plus agréable. Car Daniel y tenait. Et je tenais à ce qu'il y tienne. Je crois que c'était la dernière fois que j'organisais quelque chose entièrement pour quelqu'un d'autre sans penser une seule fois à moi-même. Le dîner se déroula comme toujours. On servit du vin. Les conversations s'interrompirent et reprirent tour à tour. On riait un peu plus fort que nécessaire. Daniel était plein d'entrain. Il était à l'aise en société. Vraiment à l'aise. Et j'avais toujours apprécié cela chez lui. Même quand on ne me le montrait pas. Je parlais avec Patricia quand c'est arrivé. Elle m'avait posé une question sur un projet de rénovation qu'elle envisageait. Quelque chose concernant des considérations structurelles. Et j'étais vraiment impliquée, je m'appuyais sur de véritables connaissances. Je formulais des arguments concrets et elle écoutait. Légèrement penchée en avant. Et puis Daniel est intervenu. Non pas pour intervenir dans la conversation, ni pour saluer quelqu'un, mais pour répondre à une question que Robert lui avait posée à voix haute de l'autre côté de la table. Ce faisant, il s'est penché devant moi pas impoliment. Il ne s'en est probablement pas rendu compte, et la conversation avec Patricia s'est tout simplement arrêtée. Puis Robert a dit quelque chose que je n'ai entendu qu'à moitié. Daniel a ri. Toute la table s'est tournée vers lui. Et je me suis légèrement adossée et j'ai pris mon verre de vin. Et puis Marcus, le même Marcus qu'à la soirée, a pris la parole depuis l'autre bout de la table. Il interrogeait Daniel sur un projet. Un truc concernant une méthode d'évaluation des risques qui leur posait problème. Et Daniel a fait la grimace. Une grimace de frustration. Un peu d'impuissance. Que j'ai tout de suite reconnue. C'est celle qu'il fait quand quelque chose le dépasse et qu'il ne l'a pas encore admis. Et il a dit « On va régler ça ». Marcus semblait insatisfait. Il insista légèrement. « Daniel, peut-être un peu éméché. Peut-être simplement lassé de la scène. Dis, c'est compliqué. Olivia pourrait sans doute vous l'expliquer. Elle adore les énigmes. » Il le dit en riant. L'assemblée rit. C'était une plaisanterie sur sa femme. La passionnée d'énigmes. Sur le décor. Sur la femme en robe verte qui avait disposé les marque-places. Et puis Robert. Avec une curiosité sincère, la première curiosité sincère que quelqu'un à cette table m'ait témoignée depuis une éternité, a dit. « Oh. Sur quel genre d'énigme travaillez-vous ? » Olivia. La table attendait. Poliment. Comme on attend qu'un portrait accroché au mur réponde. Et Daniel, avant même que je puisse dire un mot, a ajouté avec un sourire que je ne pardonnerai jamais. Oh. Elle ne travaille pas. Elle gère la maison. Il marqua une pause. Elle est très douée pour être inutile. Mais utile. Il y eut des rires. C'était le genre de rire qui suivent une blague un peu bancale et que personne n'ose questionner. Je l'ai regardé. J'ai regardé mon mari, tenant son verre de vin, souriant à Robert, l'air totalement indifférent. Et une pensée très précise m'est venue à l'esprit. Ce soir. Pas demain. Pas dans une semaine. Ça s'arrête ce soir. Je veux décrire ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Car je crois que c'est ce à quoi les gens ne s'attendent pas. Il n'y avait aucune émotion. Personne ne s'est précipité vers mon visage. Aucune larme ne me montait aux yeux. Aucune envie de me lever. De dire une phrase cinglante. De tout renverser. J'ai ressenti une sorte de calme cristallin. Celui qui survient après une longue attente. Lorsque quelque chose devient enfin clair. Il l'a dit devant 14 personnes. Il l'a dit à son patron. Il l'a dit à Harry. Eh bien. C'est ce mot qui m'a traversé. Silencieusement. Précisément. Eh bien. Car ce qu'il venait de faire, avec cette simple phrase désinvolte et négligente, avait dissipé toutes mes raisons d'attendre. Le moindre doute que j'avais pu avoir quant à savoir si j'étais trop extrême. Trop stratégique. Trop froide. Il m'avait rendu un service extraordinaire en étant parfaitement clair. Publiquement. J'ai souri.
J'ai pris mon verre de vin. J'ai dit. Tu es vraiment drôle. Daniel. Sur le ton d'une femme qui connaît la blague par cœur. Je me suis alors tournée vers Robert N., directeur de la division que mon mari avait passé 7 ans à essayer d'impressionner. Et je lui ai dit. Robert, une question m'intrigue. La restructuration proposée par Castellan le trimestre dernier, votre équipe a-t-elle eu l'occasion d'examiner la modélisation du niveau de risque secondaire? Je pense qu'elle pourrait avoir des implications intéressantes pour les entreprises de votre taille. Il y eut un silence. Ce fut une courte pause. 3, peut-être 4 secondes. Mais je veux que vous compreniez ce qui s'est passé pendant cette pause. L'expression de Robert changea. Pas de façon spectaculaire. Mais comme on change d'expression lorsqu'on réalise que la conversation dans laquelle on se trouve est différente de celle qu'on imaginait. Et il a dit. Je suis désolé, avez-vous dit Castellan? J'ai hoché la tête. J'ai pris une gorgée de vin. Sans me presser. Oui, ai-je répondu. Je les ai rejoints il y a environ 7 mois. Analyste principal des risques. Je travaille sur la segmentation régionale du portefeuille que leur équipe d'acquisition a identifié pour les entreprises de votre secteur. Et cette fois, la pause fut plus longue. Daniel était devenu parfaitement immobile. Je pouvais le sentir sans le regarder. Ce calme si particulier de quelqu'un qui vient d'entendre quelque chose qui bouleverse tout ce qu'il croyait vrai. Robert dit lentement. Vous travaillez pour Castellan Risk Partners. Oui, ai-je dit. Il m'a regardé. Puis, et c'est un moment que j'ai repensé à maintes reprises depuis, il a regardé Daniel. Et dans ce regard, il y avait cette réaction si particulière d'un homme qui venait de comprendre que la femme que son collègue avait qualifiée d'inutile lui était, professionnellement parlant, plus importante que son mari. Olivia, dit Robert en se tournant complètement vers moi. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur la modélisation secondaire. Nous avons quelques inquiétudes concernant la visibilité dans la catégorie régionale de milieu de gamme et nous n'avons pas encore trouvé d'analyse qui nous satisfasse. Bien sûr, ai-je répondu. Et je le lui ai dit. Tout. Suffisamment. J'ai parlé pendant environ 4 minutes. Et durant ces 4 minutes, j'ai été précis, spécifique et absolument pas pressé. J'ai cité les modèles en question. J'ai évoqué le contexte de l'acquisition. Je lui ai signalé 2 points importants que son équipe avait probablement manqués. Car ils étaient noyés dans des données secondaires que la plupart des analystes ne pondèrent pas correctement. Il écrivait quelque chose sur son téléphone dès la 3e minute. La table était silencieuse. Pas un silence gênant. Un silence d'écoute. Celui qui survient lorsque la personne qui parle a toute l'attention de l'assemblée et que personne ne souhaite l'interrompre. J'ai remarqué que Patricia me regardait comme elle regarderait un tableau devant lequel elle serait passée une centaine de fois et qu'elle vient tout juste de comprendre. Marcu avait posé sa fourchette. Et Daniel? Daniel tenait son verre de vin. Il n'avait pas bougé. Je crois, depuis que j'avais prononcé le nom de Castellan. Il me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Il m'a fallu un instant pour la décrire. C'était l'expression de quelqu'un qui observait le sol se dérober sous ses pieds. Robert a posé 2 questions complémentaires. J'ai répondu aux 2. La seconde réponse a donné lieu à un bref échange que je ne peux décrire autrement que comme le genre de conversation professionnelle qui n'a pas lieu entre des inconnus autour d'une table, mais entre collègues qui respectent l'intelligence de l'autre. À un moment donné, le dessert arriva. Les bougies avaient presque entièrement brûlé. Quelqu'un à l'autre bout de la table avait repris une conversation à propos d'un match de football. Et la pièce retrouva son calme. Mais la forme de la pièce avait changé. Je l'ai ressenti comme on ressent un changement de pression atmosphérique. Rien de visible. Juste un poids différent. À un moment donné, Robert s'est penché vers moi et m'a dit doucement. J'aimerais avoir une vraie conversation. Seriez-vous d'accord? J'avais dit que je le ferais. Il a déclaré.
Je pense qu'il pourrait y avoir un certain chevauchement entre ce que fait Castellan et ce que notre division essaie de résoudre. J'ai dit. Je voudrais en parler à Sandra, mon contact là-bas, avant de m'engager officiellement. Mais je suis vraiment intéressé. Il hocha la tête. Il me tendit sa carte, que j'avais déjà, car je m'étais renseigné sur lui en détail 7 mois auparavant. Je l'ai mis dans mon sac. J'ai regardé Daniel. Il me regardait. Et pour la première fois depuis une éternité, je n'ai pas ressenti le besoin d'adoucir mon expression. Je n'ai pas esquissé un sourire rassurant. Je ne lui ai pas facilité la tâche. Je viens de regarder en arrière. Le dîner s'acheva vers 11 heures. Les gens se dirent au revoir avec la chaleur particulière d'une soirée qui avait été meilleure que prévu. Robert me serra la main et la garda un instant de plus que d'habitude. Patricia me prit dans ses bras et dit : « J'espère que nous pourrons déjeuner ensemble un de ces jours. » Déjeuner vraiment ensemble ? Je répondis que j'en serais ravie. Marcu a dit au revoir à Daniel. Puis s'est tourné vers moi et a dit : « C'était vraiment intéressant. Ce que vous avez dit à propos de la segmentation régionale. J'aimerais beaucoup lire cette analyse un jour. » Je lui ai donné mon adresse courriel professionnelle. Son expression était intéressante. J'avais donné la même adresse email, même nom, même domaine à 3 personnes à cette table. Cette même adresse qui, si quelqu'un l'avait recherchée au cours des 7 derniers mois, aurait révélé toute mon activité professionnelle. Une activité conséquente, qui, de fait, était en pleine expansion. Personne ne l'avait jamais cherchée. Parce que personne n'y avait jamais pensé. Cela était en train de changer. Je le sentais changer. Daniel et moi avons marché en silence jusqu'à la voiture. Il m'a ouvert la portière. Comme toujours, les habitudes persistent même lorsque le sentiment qui les sous-tend a changé. Je suis montée. Il a monté. Il a démarré la voiture. Nous avons roulé pendant peut-être 3 minutes dans un silence complet avant qu'il ne dise : « Calmement. Quand est-ce que c'est arrivé ? » J'ai regardé les réverbères défiler. Il y a 7 mois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? J'ai réfléchi à cette question. Je l'ai examinée sous tous les angles, comme je le fais pour toute question ayant plusieurs réponses possibles. Et j'ai choisi la bonne. Parce que je voulais voir si tu le remarquerais. Dis-je. Pas le travail. Juste moi. Je voulais voir combien de temps il te faudrait pour réaliser que j'étais plus que ce que tu ne cessais de dire aux autres. Le silence qui suivit fut différent de celui qui l'avait précédé. Il a dit : « Olivia, vous m'avez traité d'inutile. » Ai-je dit ? Devant votre patron. Le jour de votre anniversaire. Dans une pièce où j'avais tout organisé dans les moindres détails pour que votre soirée se déroule exactement comme vous le souhaitiez. Il n'a rien dit. Je ne suis pas en colère. Ai-je dit ? Et je le pensais vraiment. J'en ai juste assez. Fini avec quoi ? En me faisant paraître plus petit que je ne le suis pour que tu te sentes plus grand que tu ne l'es. Les réverbères défilaient. La ville était calme à cette heure-ci. Quelqu'un, quelque part, promenait son chien dans le froid. Daniel a dit : « Je ne voulais pas dire ça comme ça. » Je sais. Ai-je dit ? C'est ce qui la rend réelle. Dans les jours qui suivirent, le monde se réorganisa d'une manière que je n'avais pas pleinement prévue, mais à laquelle je m'étais, d'une certaine façon, préparée. Robert Heinz a contacté Sandra directement. Il avait trouvé les coordonnées de Castellan par des voies professionnelles, ce qui est typique des personnes qui vous prennent au sérieux. Sandra m'a appelé le lendemain matin, et j'ai tout de suite perçu dans sa voix cette énergie particulière qui annonçait une bonne nouvelle. Elle m'a expliqué que Robert souhaitait explorer la possibilité d'une collaboration formelle entre Castellan et sa division. Elle a précisé que, selon lui, Castellan avait le sentiment que le cabinet possédait une perspective sur l'évaluation des risques qui faisait défaut à son équipe. Nous avons discuté de ce que cela impliquerait sur le plan structurel. Il y avait des implications que je ne détaillerai pas ici. Mais la version qui importe est la suivante. J'étais soudainement
Visiblement, indéniablement, une professionnelle dont le travail influençait le parcours professionnel de l'homme qui avait passé 4 ans assis en face de moi à la table du petit déjeuner. Tandis que j'organisais mon emploi du temps en fonction de ses parties de squash. Marcus m'a envoyé une demande de connexion sur LinkedIn. Je l'ai acceptée. Il m'a ensuite écrit pour me dire qu'il avait consulté mon travail et me demander si je serais disposé à examiner une proposition que son équipe était en train d'élaborer. J'ai transmis le message à Sandra, comme le voulait la procédure. Sandra m'a confirmé que le cabinet était intéressé. Nous avons convenu d'un premier entretien téléphonique. Patricia m'a envoyé un texto, elle avait eu mon numéro par l'intermédiaire de Daniel. Lors d'une conversation qui devait être particulière et à laquelle je n'ai pas assisté, et m'a proposé d'aller prendre un café cette semaine-là. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son bureau. Elle a commandé un expresso et m'a longuement regardé avant de dire « Je tiens à m'excuser ». J'ai dit qu'elle n'en avait pas besoin. Elle a dit « J'ai assisté à suffisamment de ces dîners pour savoir comment ça se passe. J'aurais dû vous poser la question il y a longtemps. » Je lui ai dit que j'appréciais. Et je le pensais vraiment. Elle a dit quelque chose auquel j'ai repensé depuis. Elle a dit « Ceux qui en savent le plus sont toujours ceux à qui personne ne pose de questions. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. » J'ai dit « Je pense que nous consultons les personnes que nous jugeons importantes. Et c'est une décision que la plupart des gens prennent sans même s'en rendre compte. » Et elle resta silencieuse un instant. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-elle. J'ai dit « Continuer à travailler. » Daniel et moi avons eu d'autres conversations. Plus longues. Celles que je ne raconterai pas ici. Car elles nous appartenaient. Quel que soit le sens de ce nous à ce stade de l'histoire. Ce que je dirais, c'est qu'il n'était pas un méchant au sens où les histoires en ont parfois besoin. C'était un homme qui avait cessé de me voir, qui avait en partie construit sa vie autour de cette absence, et qui était désormais confronté aux conséquences de cette décision. Il avait des questions. J'ai répondu à certaines. Il voulait comprendre le déroulement des événements. Je lui en ai expliqué certaines parties. Il a dit des choses sincères, d'autres sur la défensive, puis de nouveau sincères. Voilà comment se déroulent ces conversations. Ce que je n'ai pas fait, c'est faciliter les choses. Je n'ai pas édulcoré les angles. Je n'ai pas dit c'est normal à ceux qui ne l'étaient pas. Je n'ai pas été cruelle, mais je n'ai pas été gentille au point d'effacer la vérité. J'en avais assez fait. À un moment donné, il a dit « Je suis fière de toi. Je veux que tu le saches. » J'ai dit « C'est bien là le problème. Daniel. Ce n'est pas votre fierté à mon égard que je recherchais. » Il m'a regardé. Ce que je voulais, dis-je, c'était ce qui m'appartenait. Cette histoire a une fin. Et puis il y a la suite. Celle que je vis encore. Je vais vous raconter les deux. La fin officielle est sans accroc. Castellan a étendu l'accord à la division de Robert. J'étais l'interlocuteur privilégié. Mon nom figurait dans des documents. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis des années. J'avais de nouveau des cartes de visite. J'avais un agenda entièrement personnel, organisé autour de mon travail, produisant des résultats entièrement personnels. 4 mois après le dîner d'anniversaire, je gérais une équipe. 6 heures plus tard, Sandra m'a annoncé que le cabinet créait un nouveau poste de responsable régional et qu'il souhaitait que ma candidature soit prise en compte. La conversation fut brève, car l'issue ne faisait aucun doute. J'ai accepté. Le titre a de nouveau changé. La part du capital a encore changé. Je ne vous raconte pas cela pour dire que le succès est le but de cette histoire. Je vous le dis parce que je veux être précis sur ce qui se passe quand une personne à qui l'on a dit qu'elle était inutile cesse simplement d'y croire, cesse de se comporter ainsi et s'épanouit pleinement en tant que telle. Le monde se réajuste. Il ne s'excuse pas toujours. Mais il se réajuste. La partie qui suit la fin est plus difficile à résumer. Daniel et moi, nous en sommes à un autre chapitre. Je ne vous dirai pas lequel, car cela me appartient.
Mais je peux vous dire que la version de moi qui était assis à cette table, vêtue d'une robe verte, qui s'est entendu traiter d'inutile devant 14 personnes, qui a contemplé son reflet dans la vitrine d'une soirée mondaine des années auparavant et s'est dit « Je comprends ce qui se passe », cette version-là a fait un choix que la version plus extravertie d'elle-même aurait mal fait. Elle resta silencieuse. Elle resta attentive. Elle construisit, en secret, ce dans quoi elle finirait par s'engager pleinement et sans hésitation. Je ne crois pas que la leçon de cette histoire soit qu'il faille privilégier la stratégie à l'honnêteté. Je pense qu'elle est à la fois plus simple et plus complexe. La leçon, c'est que votre valeur ne réside pas dans ceux qui s'arrogent le droit de la définir. Votre valeur réside dans le travail que vous accomplissez en secret et dans les choix que vous faites lorsque l'on vous considère comme un simple figurant. La pièce va se recalibrer. Donnez-lui une raison. La dernière chose que je vous dirai est mineure. 3 semaines après le dîner, j'étais au bureau, mon vrai bureau. Celui avec mon nom sur la porte. Dans l'immeuble où je me rendais désormais 3 jours par semaine et mon téléphone a sonné. C'était la mère de Daniel. J'ai failli laisser le répondeur s'allumer. Puis j'ai répondu. Elle a dit avoir entendu dire que j'avais repris le travail. Elle l'a dit comme on s'attend à des félicitations. Comme si elle attendait d'être remerciée pour la place qu'elle m'avait laissée. J'ai dit. Je travaille depuis des années. Et elle fit une pause. J'ai dit. Je ne l'ai tout simplement pas montré. J'ai une autre pause. Puis elle a dit. Avec précaution. Eh bien. Daniel a toujours dit que vous étiez très capable. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La ville était grise. Particulière et réelle. Oui, ai-je dit. Il ne l'a pas fait. Et le silence fut long. Et je l'ai laissé s'éterniser. Puis j'ai dit. J'ai une réunion dans quelques minutes. Mais merci d'avoir appelé. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis retournée au travail. Je m'appelle Olivia Smith. J'ai 28 ans. Et lors d'un dîner d'anniversaire, un homme m'a traité d'inutile, oubliant que ce sont souvent les personnes discrètes qui comprennent le mieux l'atmosphère d'une pièce. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas explosé. Je ne suis pas partie en larmes. Je n'ai pas envoyé de messages cinglants, ni publié de messages provocateurs qui auraient récolté 1200 j'aime. J'ai attendu. Et puis, au moment opportun, lorsque la salle était parfaitement agencée, lorsque le public était parfaitement présent, lorsque le mot inutile planait encore dans l'air éclairé aux chandelles, j'ai pris la parole. 4 minutes. Trop près. Précise. Sans précipitation. Et tout a changé. Je travaille toujours. Je construis toujours. Le titre sur ma porte évolue constamment, prenant une direction que je comprends maintenant clairement, puisque j'ai cessé de m'excuser de le désirer. Si vous regardez ceci d'un endroit où il est tard, ou que vous êtes fatigué, ou que quelqu'un dans votre vie vous a tellement interrompu que vous avez commencé à croire sa version de vous-même, ne haussez pas le ton. Soyez précis. Construisez ce qu'ils ignorent. Accomplissez un travail invisible. Trouvez la Sandra qui sommeille en vous, celle qui perçoit votre véritable potentiel avant même que vous ne l'ayez révélé au grand jour et foncez. Attendez la bonne chambre. Et puis, entrez-y comme si vous étiez chez vous. Parce que tu n'as jamais été inutile. Tu attendais juste le bon moment pour le prouver. Et votre moment approche,